Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, reportage, climat, économie d'énergie, l'heure des choix pour l'Europe. La Commission a fixé ses objectifs d'ici à 2030 en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Parce que ça chauffe, un but, réduire de 40% l'émission de gaz à effet de serre pour protéger l'environnement et stimuler la compétitivité des entreprises. Un objectif pas assez ambitieux, dit-on, du côté du Parlement européen. Des propositions qui seront discutées lors d'un sommet européen les 20 et 21 mars. Reportage en France, nous allons voir comment l'Hexagone veut se poser en exemple en la matière. C'est le système des certificats d'énergie. Les entreprises sont sommées de trouver des moyens pour réussir à faire ces fameuses économies d'énergie. Mais l'actualité, c'est l'Ukraine face au rouleau compresseur russe. Que peut faire l'Europe? Elle a une arme, les sanctions économiques. C'est notre sujet d'actu du jour. Avant de retrouver Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre de Belgique et candidat à la présidence de la Commission européenne, revient d'un voyage en Ukraine. C'est l'occasion de discuter, de voir son regard sur la crise que subit le pays. Le gaz russe, moyen de pression de Moscou pour empêcher les Européens d'intervenir sur la crise ukrainienne? Pas si simple que cela. Une grande partie du gaz consommé par les Français, les Allemands, les Italiens vient de Russie. Les plus dépendants sont les pays de l'Est. À court terme, les Européens seraient très gênés de ne plus être desservis en gaz par la Russie. Mais à long terme, la Russie ne peut pas se permettre de ne plus vendre. Poutine ne tiendra pas s'il n'a pas de rentrée fiscale. En fait, la Russie a plus besoin de vendre aux Européens que n'ont besoin d'acheter. Face à la force militaire russe, la force de frappe de l'Europe est économique, avec des sanctions. La Russie est le troisième partenaire économique de l'Europe. Il y a donc toute une série d'accords entre Moscou et Bruxelles, et ce sont ces accords-là qui sont menacés. Ensuite, ce sont des visas aussi qui pourraient ne plus être accordés dans certains cas aux citoyens russes. Des sanctions qui pourraient toucher personnellement Vladimir Poutine et ses proches. Par exemple, le gel de leur avoir, ce qui serait une grande humiliation qui pourrait le faire tomber de son cheval. Cet arsenal de sanctions pourrait être utilisé par l'Europe, sauf si la Russie accepte de retirer très vite toutes ses troupes d'Ukraine. Autant dire qu'à Bruxelles, personne n'y croit. Thank you. Alors, il s'est rendu en Ukraine au plus fort de la crise, il y a 2 semaines, juste après les choses ont évolué très vite avec le départ de Yanukovych, la nomination d'un gouvernement de transition et l'arrivée des troupes russes en Crimée. Avec nous, l'ancien Premier ministre de Belgique et chef de file des libéraux au Parlement européen, également candidat à la présidence de la Commission européenne, Guy Verhofstadt. Bonjour. Première question toute simple, est-ce que l'Europe, elle peut brandir cette arme économique face à la Russie? Je pense que oui, parce que il y a quand même beaucoup de Russes, beaucoup d'oligarques qui ont leurs avoirs, leurs comptes bancaires en Europe, qui ont des fortunes qui ont été investies en Europe. Et là, je crois qu'il faut vraiment il faut frapper très fort parce que c'est quand même inacceptable que la Fédération russe est simplement entrée dans le territoire ukrainien. Et selon moi, la stratégie de Poutine est très simple. La stratégie de Poutine est chaque fois la même chose. C'est comme on a vu en Géorgie en 2008. Il entre dans un pays qui n'est plus un pays ami et puis il essaye de créer, je dirais, un conflit gelé. Un conflit gelé, c'est-à-dire il y a des troupes russes qui restent sur le territoire et puis il y a tout un dialogue politique qui s'installe et qui va durer des années et des années. Et comme ça, on voit autour de la Russie un grand nombre de conflits gelés. Maintenant dans la Crimée, mais il existe déjà sur la frontière entre Azerbaïdjan et l'Arménie, Karabakh, Nagorno-Karabakh, il existe au nord de la Géorgie, dans l'Ossétie du Sud, un problème, un conflit gelé. La même chose en Moldavie, avec la Transnistrie. Donc, comme ça, la Crimée va s'ajouter à la longue liste des conflits gelés. Une stratégie réfléchie selon vous? Oui, tout à fait. Donc, ou bien on est ami avec M. Poutine, alors tout va bien, ou bien on n'est pas ami, on est un ennemi, et alors il va installer dans les frontières de ce pays un conflit qui, après un certain temps, sera gelé.
Donc l'Europe, c'est des sanctions économiques, hein, on ne va pas envoyer des troupes c'est en ça qu'il Russie. faut faire, Personne ne veut mourir pour Sébastopol en mais Europe. on a quand même vu que, par exemple, dans le cas de Yanukovych, ça a servi à quelque chose, les sanctions. Alors c'est quoi ces sanctions économiques, précisément? Les sanctions économiques, c'est d'abord, naturellement, tous les accords au niveau commercial qu'on a avec la Russie. Et là, on peut freiner, on peut dire, on va geler certaines de ces accords, ou peut-être aussi essayer de diminuer l'importation d'énergie, de produits énergétiques qui viennent de la Russie. Et comme il y a... Ça ne va pas gêner les Européens, ça, il y a le gaz pour russe? le moment une énorme offre sur le marché mondial. Par exemple, les Américains, qui étaient normalement un importateur de produits énergétiques, sont devenus un exportateur de produits énergétiques. Et donc, il y a une énorme... Donc plus dépendre de la Russie, alors? Pas plus dépendre, je ne dirais pas diversifier. Plus dépendre, mais en tout cas diversifier davantage. C'est ça aussi le but de la politique énergétique qu'on doit développer au niveau de l'Union européenne. On l'a dit, vous étiez place Maidan à Kiev il y a 2 semaines. Quel peuple vous avez rencontré? Moi, j'ai rencontré des simples citoyens sur la place de Maïdan. Des simples citoyens qui veulent vivre dans un État, dans un pays tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays, l'Ukraine, qui est tout à fait corrompu. Dans tous ces secteurs, dans toutes ces activités. Par exemple, si vous voulez entrer comme jeune dans la politique, la partie politique va vous désigner un oligarque. Cet oligarque va payer votre campagne électorale et vous allez dépendre de cet oligarque pendant des années, pendant des décennies, pendant tout votre mandat. Ou la même chose, un hôpital, normalement, c'est gratuit, mais les gens doivent payer au-dessous de la table. Des honoraires aux médecins. Ou par exemple, la justice est complètement corrompue aussi. On peut acheter des verdicts, je dirais, et des décisions du tribunal. Donc, ce que les gens demandent, c'est vraiment de vivre dans un pays normal, qui n'est pas corrompu, la fin de la corruption, et la démocratie aussi. Et c'est ces gens que j'ai rencontrés sur la place Maïdan. Ils ne sont pas tous pro-européens, il y en a... Non, mais pour eux, je dois dire, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils disent, n'importe si c'est la Fédération russe qui s'occupe de nous ou l'Union européenne, ce qui est important, c'est qu'on vit dans un État démocratique, sans corruption. Et naturellement, ils nous regardent parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas Poutine qui va leur garantir, je dirais, un État démocratique, puisqu'il n'est pas démocrate dans son propre pays. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Ukraine va s'arrimer à l'Europe? Regardez ce qu'en pense votre collègue Daniel Cohn-Bendit. On l'écoute et vous réagissez juste après. L'Europe doit essayer de donner une perspective aussi à l'Ukraine, de ne pas dire n'importe quoi, que demain, ça sera l'adhésion. Non, il y aura l'adhésion de l'Ukraine en Europe quand on aura les États-Unis d'Europe. Donc c'est pas pour demain. Voilà, Guy Verhofstadt, en gros, il faut arrêter de donner des rêves aux Ukrainiens et de leur dire qu'ils vont adhérer à l'Europe alors que personne n'en veut pour l'instant. Non, mais ce n'est pas la question pour le moment. Je ne pense pas qu'on peut dire dans 5 ans, dans 10 ans, on va pouvoir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire pour qu'il s'installe une démocratie stable et qui est naturellement qui se base sur les valeurs européennes. Et là, on peut aider de différentes manières. Tout d'abord, en faisant que ces élections du 25 mai prochain, ce sont des élections sérieuses. Ce qui n'a jamais été le cas. Le jour des élections en Europe aussi. Hein. Un symbole. Je pense que c'est symbole. C'est un symbole parce que c'est quand même ça qu'il faut une fois souligner. Au moment où il y a des gens qui meurent dans les rues de Kiev pour les valeurs de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a les eurosceptiques qui sont en train de critiquer l'Union européenne. Et ce qu'on peut faire, et on doit faire des choses pour l'Ukraine, c'est d'abord aider à organiser ces élections. Et donc il faut envoyer des observateurs, mais des observateurs maintenant, parce que si on veut falsifier les élections, on ne le fait pas 2 jours avant les élections, c'est maintenant que ça se passe. Et deuxièmement, il faut donner aussi une aide financière. On ne peut pas le faire tout seul.
avec l'Union européenne, il faut le faire avec le Fonds monétaire international. Et je crois que la première chose à faire, c'est très vite, dans les heures, dans les jours qui viennent, ouvrir une aide financière. Et surtout, je crois que l'Ukraine a besoin tout de suite d'environ 2 milliards d'euros pour couvrir les besoins urgents. Alors il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est Vladimir Poutine. Il ne lâche pas l'affaire et il a parlé. Le président russe a donc dénoncé un coup d'État anticonstitutionnel, une prise de pouvoir par les armes en Ukraine. À la question d'un journaliste qui lui demandait qui était responsable de ce coup d'État, le président russe a parlé de groupes de combat et a évoqué la présence de formateurs occidentaux. C'est vous les formateurs occidentaux, les députés européens? Non, pas du tout. Tout ça, c'est une vision complètement erronée de la réalité. Si M. Poutine... C'est quoi, une vision à la Brejnev? Non, mais si M. Poutine allait une fois à la place Maïdan, il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, il aurait vu tout un peuple qui aspire en fait la démocratie et un pays qui n'est pas corrompu. Et ce n'est pas seulement dans l'ouest du pays, c'est aussi dans l'est du pays. Parce que ce n'est pas parce que les gens parlent là la langue russe qu'ils sont moins ukrainiens. M. Poutine, il pense que quelqu'un qui parle russe est automatiquement un russe. Ça, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'Européens qui parlent russe. Et on a aussi une obligation envers eux. Il faut les protéger, ces minorités russes qui habitent dans les États baltes, par exemple, qui habitent naturellement en Ukraine. Merci Guy Verhofstadt d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage. On va parler économie d'énergie en Europe. Dans quelques jours, un sommet des chefs d'État européens va discuter du paquet énergie-climat proposé par la Commission. Le Parlement européen, lui, avait adopté une directive européenne sur l'efficacité énergétique. Chaque État membre doit présenter un plan pour répondre à son obligation d'économiser l'énergie. Avec le système des certificats d'énergie, la France se pose en exemple. C'est un reportage de Caroline Motte. Régulièrement, Stéphane fait du covoiturage, une pratique en vogue depuis 5 ans. L'avantage pour lui, voyager moins cher tout en consommant moins de carburant. C'est vrai que récemment, j'ai eu l'occasion, en faisant un voyage entre Rennes et Paris, de me retrouver donc dans une voiture vide et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, pour une fois, plutôt que d'être passager, pourquoi pas être conducteur. Aujourd'hui, il se rend à Lille pour le week-end. Bonjour, Cyril, c'est ça? Cyril, enchanté. Stéphane, enchanté. Il a rendez-vous avec Cyril à la porte de Bagnolet. Ce qui m'arrangerait, après, tu me dis, je peux faire évidemment un petit détour, mais ça serait de s'arrêter au niveau de la gare Lille-Flandre. Sans problème, oui. Direction la pompe à essence. En tant que conducteur, Stéphane a reçu une carte carburant, soit 20 € d'essence gratuite à dépenser dans les stations Total. Donc 26,17 €. Alors je vais vous payer une partie avec ça. Ouais. Un bon plan qui trouve son origine dans les certificats d'économie d'énergie, un dispositif qui oblige tous les distributeurs de carburant à prouver leur engagement pour l'environnement. En tant qu'entreprise pétrolière, Total a conclu un accord avec BlaBlaCar, le leader européen du covoiturage. Ça agit donc comme une carotte, une motivation pour les automobilistes français à se mettre au covoiturage pour tester et obtenir ce chèque carburant qui est une forme de motivation. Chaque pays a son propre système de certificat d'économie d'énergie. En France, le dispositif a vu le jour en 2006 avec l'adoption de la loi POP qui fixe les orientations de la politique énergétique. Depuis fin 2012, l'Europe encadre les programmes de chaque État membre avec un objectif, réduire la consommation d'énergie de 1,5% par an. Depuis le 5 décembre 2012, tous les pays de l'Union doivent présenter un plan d'action. Chaque État devra rendre compte chaque année à la Commission de la manière dont ils réussissent à suivre leur plan d'action chiffré et leur plan de marche pour justement atteindre ces 1,5% d'économie d'énergie de consommation annuelle. En France, les fournisseurs d'énergie et de carburant sont des obligés. S'ils ne respectent pas les obligations, ils sont pénalisés financièrement. Donc on parle de plus d'1,5 milliard, par exemple, si on prend juste l'obligation de Leclerc, et donc on est à plus de 3 milliards potentiels à l'échelle de Total. Donc ce sont des pénalités qui de toute façon sont inimaginables. Une pénalité qui agit comme une pression pour les fournisseurs de carburant. Total, Auchan, Carrefour, Leclerc, ils sont tous concernés. Notre obligation est tellement importante que nous avions calculé qu'il faudrait par exemple fermer tous nos magasins pendant 1 an
et ne plus consommer d'énergie pour pouvoir respecter cette obligation. Donc nous avons été chercher ailleurs et nous aidons donc les particuliers, mais nous aidons aussi d'autres entreprises qui font des économies en subventionnant des travaux. Exemple à Breuillet, dans une commune de la banlieue parisienne. Sarah a refait toute sa maison. Soucieuse de réduire sa facture d'énergie, elle a voulu changer sa chaudière. Convaincue par les publicités sur les primes énergie, elle a rempli son dossier sur le site internet d'une grande surface. Voilà la chaudière qu'on a installée en novembre 2013. Donc c'est une chaudière à condensation, très simple d'utilisation. J'ai envoyé l'attestation de fin de travaux, la facture avec mon dossier rempli à Auchan. Voilà, et par la suite, ils m'ont crédité 504 € sur ma carte de fidélité. Grâce à ce système incitatif, les entreprises peuvent tenir leurs promesses. Pour le bénéficiaire, ce bon d'achat est valable dans tout le magasin. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Là, avec ma prime de 504 €, je fais mes courses gratuitement pendant un mois. Le dispositif Made in France des certificats d'économie d'énergie est un succès, à tel point que la Commission européenne a invité chaque État membre à le prendre pour modèle. C'est une vraie révolution, parce que derrière ça, en découle par exemple en France l'intensification des certificats. Et qui dit intensification du dispositif des certificats dit effectivement toute une modification de tout ce qui est lié aux économies d'énergie entre les fabricants, les installateurs, les fournisseurs d'énergie, des nouvelles offres, des nouveaux produits. Donc ça a un impact très concret dans la vie quotidienne de tout à chacun. Pour les ménages, cette politique volontariste se traduit par une augmentation du pouvoir d'achat. Pour la France, l'enjeu est de taille, améliorer sa compétitivité. Quant à l'Europe, elle s'engage définitivement sur la voie de l'efficacité énergétique. Voilà, c'était un reportage de Caroline Motte avec nous deux spécialistes. Sophie Oconi, bonjour. Vous êtes eurodéputée UDI, membre du PPE. À vos côtés, Michel Rivasi, bonjour. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Alors, première question, tout ça, vous venez de voir le reportage de Caroline Motte. Ce certificat d'économie d'énergie, apparemment, il contente tout le monde. Oui, il est satisfaisant dans sa mise en œuvre et il est satisfaisant dans l'apport qu'il représente d'un point de vue de l'environnement, de l'écologie, mais aussi d'un point de vue du soutien aux citoyens et de l'Europe concrète auprès des citoyens. Le seul souci pour moi, et je pense que ça c'est très franco-français, c'est son manque de lisibilité, son manque de visibilité. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu une véritable campagne de communication pour que les choses soient clairement exprimé aux citoyens, à la fois dans l'effort que font les entreprises pour aller dans le sens de l'économie d'énergie et de soutien et d'accompagnement aux citoyens, mais aussi de l'Europe qui participe à améliorer le quotidien des Français et des Françaises et bien entendu de l'ensemble des citoyens européens. Donc un manque de lisibilité, Michel Rivasi ? Oui, je pense qu'on ne fait pas assez la publicité là-dessus. Mais c'est vraiment ce système, vous voyez, c'est l'écologie positive. Hein. Souvent on dit l'écologie est punitive, là elle est positive parce qu'elle profite au pouvoir d'achat des gens, hein, on l'a très bien vu, que ce soit sur le covoiturage, que ce soit sur les économies d'énergie, sur le chauffage, et en même temps elle rend compte des directions de l'Europe où il faut réduire notre consommation d'énergie, parce que ça c'est vraiment le négawatt qu'il faut faire, hein. Et puis en même temps il faut être beaucoup plus indépendant vis-à-vis des énergies fossiles. Et on voit bien ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle. Regardez comment on est dépendant du gaz russe. Et c'est pour ça que il faut absolument suivre les écologistes pour qu'on soit de plus en plus indépendant sur nos ressources énergétiques. Sinon, la guerre en ce moment qui est en train de se fomenter, eh bien, on ne va pas pouvoir être indépendant des Russes vis-à-vis du gaz. On est dépendant. Le 1/4 de la provision du gaz provient de la Russie. Et 60% du gaz passe par l'Ukraine. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle d'autonomie, lorsqu'on parle d'indépendance, lorsqu'on parle aussi de diminuer, si vous voulez, les déficits commerciaux liés aux énergies fossiles, c'est vraiment une urgence. Et ces certificats contribuent, si vous voulez, à cette réduction et à ce changement de comportement. Alors il y a un souci qui n'a pas été évoqué dans le sujet, c'est la pénalité financière hein, pour les plus gros pollueurs. Il n'y a rien de contraignant. Des entreprises nous disent, nous, les pénalités financières elles sont tellement grosses, tellement grandes qu'on ne va jamais les payer, donc ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est un véritable moyen de pression qui permet à ces entreprises, qui incite ces entreprises à aller dans le sens de ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors certes, effectivement, ces contraintes sont très élevées et paraissent difficiles à mettre en œuvre, mais pour autant, elles sont un moyen de pression qui pousse
ces entreprises à aller dans le sens de l'accompagnement. Et c'est de ça dont a besoin le citoyen européen en général, c'est d'être accompagné par ces grandes entreprises qui participent à l'énergie dans l'Europe pour améliorer leur quotidien, pour éviter la rupture, la fracture énergétique et aussi pour lutter contre... Il n'y a rien de contraignant, les lobbies sont activés, Michel Rivasi? Écoutez, les lobbies, c'était le gaspillage le plus total. On était en surconsommation, que ce soit des voitures qui consommaient énormément, des chaudières qui consommaient énormément. Maintenant, on leur met la pression en disant... Oui, mais parce que leur rente, elle dépend de nos gaspillages à nous. Eh bien, exactement. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas une contrainte, eh bien, il plus faut on gaspille, plus il gagne. Et plus il gagnait, et même plus l'État gagnait aussi. Hein, on le voit très bien sur le pétrole. Donc là, il faut être vertueux et que tout le monde soit gagnant-gagnant. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est la Commission européenne. Ils nous ont proposé un texte qui est on va en parler. En deçà. On va en parler juste après. Dans cette émission, on a l'habitude d'interviewer quelqu'un qui vous interpelle. Vous, mesdames les députés, on l'écoute. C'est le monsieur qu'on a vu dans le reportage. On l'écoute et vous réagissez juste après. La Commission a proposé un nouvel objectif pour le paquet énergie-climat à l'horizon 2030, avec finalement une réduction de 40% des émissions de CO2 comme objectif d'ici à 2030 par rapport à 1990. Pour autant, l'efficacité énergétique n'apparaît pas explicitement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pourtant probablement le thème, au-delà du renouvelable dont on parle beaucoup, au-delà des émissions de CO2 avec l'effet de serre, mais dont on sait que c'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a des grandes discussions internationales et que le consensus est dur à trouver. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le thème de l'efficacité énergétique où l'Europe a le plus de latitude? C'est le thème qui influence le plus la vie quotidienne de tout à chacun et c'est finalement par ce type de dispositif, en étant volontariste, qu'on favorise la transition énergétique dont tout le monde parle, comme le futur relais de croissance, de création d'emplois, etc. Voilà, alors gaz à effet de serre, renouvelable, on en parle toujours. L'efficacité énergétique, on n'en parle pas beaucoup alors qu'on est en période de crise et ça parle aux citoyens lambda. Sophie Oconi. Alors moi, c'est vraiment une chose qui m'échappe. Je trouve que l'efficacité énergétique, finalement, c'est ce qui est le plus simple de mise en œuvre. D'abord parce que c'est déjà accompagné par l'Union européenne à travers les politiques régionales. C'est-à-dire que l'Europe intervient auprès des citoyens pour les aider à participer à l'efficacité énergétique par l'isolation de leur logement, par exemple. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, l'efficacité énergétique, et on l'a vu tout à l'heure dans votre reportage. Et alors là, je ne comprends pas que ce soit effectivement l'objectif qui ait été le moins regardé, le moins soutenu par les États, et qui est un objectif, il n'y a pas d'objectif en fait. Et je trouve ça totalement surréaliste compte tenu de la facilité de Michel Rivasi. Si vous voulez, là, on a un gros souci avec la Commission européenne. Parce que ce qu'on avait mis dans le package, si vous voulez, ce plan climat-énergie... Elle propose 40%, une réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et c'est assez... Alors, c'est pas du tout assez. 27% pour les énergies renouvelables dans le paquet. Et il ne parle pas d'efficacité énergétique. Or, ce qui est important, c'est les trois ensemble. On ne peut pas réduire les gaz à effet de serre si on ne réduit pas aussi le comportement par rapport, et justement, l'amélioration de l'efficacité énergétique à la fois sur la technologie et à la fois sur l'isolation. Et puis en même temps, il faut développer les énergies renouvelables. Ça avait été fait en 2008. Or, la Commission casse ça. Il n'y a plus de contraintes. Et chaque État n'est pas obligé d'avoir ces contraintes. Donc heureusement là que le Parlement a voté une résolution pour dire mais on est en désaccord total. On parle de 2015, vous voyez, sur les accords internationaux. Il faut absolument que l'Europe soit leader. Et là, c'est parce que la France et l'Angleterre veulent développer le nucléaire, vous voyez, pour dire on veut avoir une Europe décarbonée. Et en même temps, on a la Pologne qui veut développer les gaz de schiste, et donc on veut satisfaire tout le monde, et on fait un truc qui n'est pas contraignant. Alors, les parlementaires ont dit, ça on n'est pas d'accord. Il faut que ça soit binding, c'est-à-dire que ça soit lié. Et on veut une réduction à minima des 40%. Nous, les écologistes, on demande 60% de réduction des gaz à effet de serre. Il faut que les énergies renouvelables apportent l'indépendance. Et tout à l'heure, on parlait de l'Ukraine. Et vous voyez que cette indépendance est très importante. Il faudra aller au moins à minima à 35% d'énergie renouvelable. Et puis, il faut développer l'efficacité énergétique à minima à 40%. Sophie Oconi, la part du nucléaire,
Le gaz de schiste, je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec Michel Rivasi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Rivasi. Vous pouvez débattre. Hein. Voilà, je considère, cher Michel, que effectivement, au niveau des gaz de schiste, je ne suis pas pour l'exploitation des gaz de schiste, mais je suis pour l'exploration parce que je considère, que il faut que, avant d'en discuter, nous sachions ce qu'il y a dans nos sous-sols. Et ensuite, je pense qu'il faut que nous insistions à la recherche et à l'innovation pour voir si des moyens d'exploitation sont adaptés à éviter d'avoir des impacts écologiques majeurs. Oui, mais écoute-moi, si on veut réduire les gaz à effet de serre, on ne peut pas, de l'autre côté, développer les énergies fossiles. Il faut qu'on soit de plus en plus, qu'on sorte de l'addiction aux énergies fossiles. Et les gaz de schiste, on l'a très bien vu, si on commence à faire de l'exploration, ça sera fait, et on l'a vu en Pologne, on le voit maintenant en Angleterre avec Total, ça se fait par les pétroliers. Donc eux, ils vont de toute façon nous cacher l'information, et puis il y a trop d'opacité et trop de danger. Tu es française comme moi, comment on peut calquer le modèle américain sur le modèle français? Mais je suis d'accord avec toi, Michel, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise conjoncturelle qu'il faut qu'on regarde en face. Nos entreprises tombent tous les jours. Nous avons plusieurs milliers d'emplois. Si, c'est un vrai sujet. Parce que la facture énergétique est un des éléments qui fait que nos entreprises perdent en compétitivité. Et donc, de façon très ponctuelle, en attendant que nous retrouvions effectivement un moyen, par l'efficacité énergétique, par les énergies renouvelables, de retrouver de la compétitivité à travers l'énergie pour nos entreprises. En attendant, il faut qu'on regarde ça avec beaucoup d'attention. Oui, mais Sophie, excuse-moi, la France est un des pays où l'électricité est la moins chère d'Europe. Donc ne me dis pas que c'est dû au prix de l'électricité, puisque c'est la moins chère. La compétitivité n'est pas liée à ça. Nos industriels, ils ont fait énormément d'efforts sur l'efficacité énergétique. Ce n'est pas les gaz de schiste qui vont apporter dans la compétitivité. On ne vous mettra pas d'accord, mesdames, c'est la fin de cette émission. En tout cas, on va parler de ce sujet lors d'un sommet européen le 20 et 21 mars prochain. La Pologne n'est pas d'accord, hein. Il faut l'unanimité, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. En tout cas, on en parle dans les jours à venir. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Ahmadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.